un retour à la normale. C'est pas. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur quand on évoque un retour à l'ordre constitutionnel démocratique au Gabon? Pourquoi vous voulez perdre le temps? L'Union africaine est derrière le coup d'État. Qu'est-ce que ça veut dire le communiqué? C'est un soutien au coup d'État. Pourquoi vous voulez... Ne prenons pas de contention inutile. L'Union africaine soutient le coup d'État à mots voilés simplement, mais elle peut voiler ça devant les enfants. Mais là, c'est un soutien clair au coup d'État. Elle s'aligne sur une position de Paris. Ça vous surprend? Ils marchent toujours ensemble, non? Est-ce que l'Union africaine n'est pas au service de Paris? Est-ce que l'Union africaine n'est pas au service de l'Union européenne? Donc, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on perde du temps. Il faut qu'on avance. On connaît qui est qui. Nous savons qui est qui parmi nous. L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. Ça fait longtemps qu'on se tue à démontrer ça. L'Union africaine est une organisation, c'est une succursale, c'est un poste avancé de l'Union européenne et de la diplomatie française. Comment est-ce qu'on va faire pour que les gens comprennent ça? La démonstration est là, encore. Moi, ce qui m'intéresse, je vais dire d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce coup d'État clarifie le débat sur la situation au Niger. Première chose d'abord. Est-ce que ça a été rapidement évacué? Non, je dis que ça clarifie. La position de la France vis-à-vis... Non, le 2 poids 2 mesures. Le double standard. De la part de l'Union africaine d'abord. L'Union africaine et la France. Et les dirigeants africains qui ne disent rien, qui sont là, qui regardent. Elle dit que comment peut-on justifier c'est que le traitement que le Niger subit et ce qu'on voit là? Comment on peut justifier? Sur encore patient pour voir ce qui est... Il n'y a rien de patient, c'est consommé, c'est clair. On a désigné ce monsieur-là, le général Brice Oligui Nguema, son nouvel homme fort. Il a été porté par les militaires, certains militaires l'ont porté. On dit que célébrer tout et tout, mais les populations dansent, certaines populations dansent. Donc il y a ça. Peut-être parce qu'ils veulent s'y rompre avec la dynastie. Non, on va y arriver, on va y arriver. Ne vous dérangez pas. J'aime rappeler nos principes sur les coups d'État. Il faut toujours rappeler nos principes panafricanistes sur les coups d'État. Nous, ce n'est pas nous qui faisons les coups d'État. Aucun panafricaniste n'est jamais allé faire un coup d'État. Nous constatons des coups d'État. Écoutez bien, nous constatons des coups d'État. Nous faisons ce constat sur la base des principes panafricanistes, à savoir qu'il n'y a pas de régime, ce qu'on appelle régime civil dans les pays africains, du précaré français. C'est un gros mot qui ne veut rien dire. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir civil digne de son nom dans des colonies. Les pays du précaré français en général, en particulier, pour ne parler que du précaré français, les pays africains sont des États coloniaux. Je ne dis même pas néocoloniaux, comme vous m'avez théorisé, oui. C'est que même nous, on est même encore à l'état brut. Ce sont des colonies. Ce sont des colonies. On a habillé ça avec des oripeaux d'indépendance, mais de facto, ce sont des colonies. Alors donc, la notion de pouvoir constitutionnel, mon cher Fabrice, de pouvoir civil dans des colonies pose un problème sérieux. Mais comme ce sont des situations complexes, on a joué aussi avec les mots. C'est-à-dire que quand un pouvoir civil est progressiste, on le soutient et on magnifie ce pouvoir civil. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas que comment on dit ça, la matrice fondamentale des colonies, c'est qu'il n'est pas possible qu'il y ait un pouvoir constitutionnel digne de ce nom, ni un pouvoir civil digne de ce nom, sauf que celui-ci s'inscrit dans une dynamique de libération. Peu importe la voie par laquelle il procède, mais qu'on sente cette tendance-là, qui sont claires. D'autant plus que, je vais argumenter davantage, d'autant plus que vous demandez à des militaires de respecter de façon quasi sacrée l'autorité de civil sur le militaire. Soit, nous les panafricanistes, on n'a même pas un problème avec ça. Mais à quoi ça sert à un militaire de se soumettre au civil de son pays quand le civil du pays reçoit les ordres de Paris? Lorsque le civil en question reçoit les ordres de Barkhane. Autrement dit, je suis en train de vous demander comment. À quoi servent tous ces pouvoirs civils fondamentalement quand les bases militaires, la présence militaire française coloniale, n'est-ce pas, est, comment on dit ça, est une des caractéristiques majeures du continent. Vous vous appelez un pouvoir civil. Donc, ce sont des questions de fond que nous posons à chaque moment. Donc, nous ne sommes pas là pour... nous ne faisons pas comme la France, l'Union africaine et leurs relais locaux qui ont pour travail la condamnation de coups d'État.
Ils ont trouvé un nouveau travail à faire. Ils passent le temps à condamner les coups d'État. Et pour ça, eux-mêmes, ils ont 2 semaines de travail. D'autres vont même en mission. Ils ont les perdièmes. Ils vont en mission pour aller étudier les coups d'État. Pour aller parler au condamne. Non, nous ne sommes pas les condamnateurs. Nous ne sommes pas non plus des gens qui plébiscitent les coups d'État. Ce n'est pas notre rôle. Nous constatons des coups d'État. Et à partir du moment où nous les constatons, notre demande est celle-ci. Est-ce que ce coup d'État va dans le sens du progrès du pays? Est-ce que ce coup d'État est une avancée? Est-ce que ce coup d'État ouvre un boulevard pour la libération du pays? Voilà les paramètres qui nous amènent à prendre position. Et pour le cas du Niger, les choses sont claires. Le général Tchani, il a été un enfant du système. On le sait. Mais les actes sont clairs. Il a rompu les accords coloniaux de coopération qu'il y a au Niger, au Tchad, au Niger. Oui ou non? Oui. Ça s'appelle quoi? Des actes progressistes. Qu'est-ce qu'on fait? On ne le soutient pas? Parce qu'on m'a dit qu'on soutient les putschistes? On ne le soutient pas? On le soutient. Cette doctrine est claire, mon cher Fabrice. Et nous sommes allés plus loin. Les gens nous ont dit, oui, vous faites seulement ça en Afrique de l'Ouest, ça me fait rire. Nous avons dit ici, ce n'est pas vous qui étiez là malheureusement, il y a 2 dimanches ici, je dis ici que tous ces mouvements-là, qui se passent là, ont pour point d'aboutissement final l'Afrique centrale dans le Cameroun. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici. Mais les gens font comme s'ils découvrent les coups d'État. Il y a eu des coups d'État dans la CEMAC. La Guinée équatoriale, il y a eu coup d'État en Guinée équatoriale. Il y a eu coup d'État en Congo-Brazzaville. Et il y a coup d'État au Tchad. Il y a eu coup d'État au Tchad plusieurs fois. Hein? Donc, en RCA, c'était. Comment? En RCA, c'était. Donc les gens font comme si les coups d'État en Afrique commencent avec en Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas vrai. Il faut savoir analyser les cycles historiques. Il faut savoir dégager les fils de continuité, les variables et les permanences, les tendances lourdes. Vous comprenez? Il faut savoir agencer tout ça pour dégager les principes et les positions qu'on prend. C'est ce que nous on fait. C'est pas que venir faire croire que non, l'Afrique centrale est un glacis où il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement historique, ça fait rire. Je dois rappeler que le panafricanisme, sa matrice, c'est ici. C'est ici qui peut nier ça. C'est ici. C'est parti ici depuis 13 ans. On est là depuis 13 ans, on est là. On n'a pas bougé, ça part de là. On accompagne, on suit, on accompagne, on est là. En bravant toutes sortes de périls. Donc, il faut quand même que les gens fassent pas attention. C'est un. Maintenant, pour revenir dans ce coup d'État. Donc, nous avons évacué le cas du coup de ce que vous appelez communiqué la communication de ce que vous appelez communiqué de l'Union africaine. Elle aurait mieux fait de se taire, mais comme elle a parlé, c'est encore plus grave. Ça confirme que vraiment, une fois de plus, ce n'est pas une organisation africaine. Voilà, l'Union africaine, ce n'est pas une organisation africaine. C'est une imposture qui a annexé les objectifs panafricanistes et l'héritage panafricaniste de l'organisation de l'unité africaine, qui malgré cet art elle-même, était plus panafricaniste que l'Union africaine. Parce que l'OUA a au moins amené le combat, a parachevé le combat parlons comme ça, de la première phase de décolonisation du continent africain. Vous comprenez? Parce que le combat contre l'apartheid, l'ignoration de l'Union, l'OUA l'a mené. Et ça a permis la libération des pays de la ligne de front. Vous comprenez? Ligne de front, c'est-à-dire Afrique du Sud, Mozambique, Zimbabwe, Angola, tout ça. Vous comprenez? L'organisation de l'unité africaine au moins a porté ce combat-là. Mais l'Union africaine, qui a annexé les objectifs de l'organisation de l'unité africaine et qui revendique l'héritage des pères fondateurs du panafricanisme et se présente dans ces textes fondateurs comme mouvement panafricaniste, c'est de l'imposture. Une des plus grandes impostures de l'histoire de l'Afrique, l'Union africaine. Donc, elle confirme une fois de plus là maintenant qu'elle n'est pas une organisation africaine, on ne s'y attarde pas. D'accord. Deuxième point de vue, moi je voudrais me démarquer d'une certaine tendance, qu'on peut même faire inconsciemment. C'est-à-dire la tendance à un moment donné, que de laisser faire croire que notre sort est décidé par Paris. Que notre sort est décidé. Paris peut avoir les positions qu'elle veut sur les coups d'État. Attention! Paris a le droit d'avoir des positions sur les coups d'État. Mais regardez, depuis un bon bout de temps, depuis 10 ans, depuis 13 ans, avec maintenant la phase d'accélération, ce que Paris dit pèse quoi encore en Afrique? Je vous pose la question. Ce que Paris pense pèse quoi? Mais elle pense ce qu'elle veut. Nous décidons, pas plus d'hommes. Je ne subis pas l'histoire. Je ne subis plus l'histoire depuis 13 ans, moi, Bandakani. Je sais pas ce que vous
Ce qu'il en est pour vous et les autres. Moi, Bandakani, depuis 13 ans, Nous la faisons je avec ne le président. subis plus l'histoire. Moi, je fais Nous l'écrivons l'histoire. avec vous. Très bien. Oh non, non, je peux parler à mon nom. Moi, je fais l'histoire. Et Paris suit l'histoire que nous faisons. Tout à fait. Paris est à la traîne, Washington, tous ils sont à la traîne. Ils ne maîtrisent plus le mouvement d'accélération que l'histoire est en train d'implémenter sur le continent africain. Ils ne contrôlent pas. Il ne faut pas leur donner l'importance qu'ils n'ont pas. Le communiqué du Quai d'Orsay, Paris, ça ne vaut absolument rien. C'est un facteur parmi d'autres d'analystes. C'est nous qui décidons. Donc au Gabon, là, c'est nous qui allons décider. Vous voyez, la donne change. Hein? La donne change. Parce que nous faisons comme si on attend quelqu'un. Non, non, non. C'est nous qui allons décider. Et avant, c'était la fin de l'émission, nous allons décider ici. Vous savez qu'elle parle des choses, non? Tout à fait. On se connaît très bien. Nous allons décider ici à la fin de l'émission. C'est nous qui décidons, c'est pas Paris qui décide. Qui pensent et qu'ils veulent s'agite. Mais ce sont des paramètres d'analyse. On intègre Paris comme un facteur parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas eux qui décident. Donc, le débat est de savoir si ce coup d'État-ci là est un coup d'État qui conduit au progrès. Vous comprenez? Première position claire du président Balakani. Moi, je ne pleure pas le régime d'Ali Bongo. Je ne pleure pas le régime Bongo. Attention, nous ne sommes pas en deuil, au contraire. C'est l'une des dynasties politiques les plus maléfiques de l'histoire de l'Afrique. La dynastie Bongo, pour parler ainsi, est l'une des dynasties politiques les plus, c'est-à-dire maléfiques de l'histoire de l'Afrique. Et d'abord, les dernières fins là, la fin de ce régime, c'était devenu pitoyable. Vous connaissez? Ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que Ali Bongo était devenu une espèce de loque humaine. Vous comprenez? Ce n'est pas une insulte, hein, c'est un constat. Moi, Bertrand tout à l'heure l'a souligné. Quelqu'un qui est malade, on ne tape pas sur lui. On ne tape pas sur les malades. D'ailleurs, vous savez que c'est ça qui a fait que depuis un moment, vous avez vu, nous, on la pédale douce, en tout cas, sur le calibre. Très bien, il faut d'abord observer ça. Ouais. C'est pour une seule raison, nous sommes des Africains. On ne tape pas sur un malade. Voilà. On ne tape pas sur un malade. D'abord, il est malade, et puis, on voit quand même qu'il se battait contre la maladie. On saluait ça. Vous comprenez? Mais malgré ça, il n'était plus lui-même. Il était pratiquement une loque. Or, autour de lui, c'est passé quoi? Il y avait une espèce de putréfaction du régime qui était activée par sa femme et son proche entourage familial. Vous comprenez? Cette putréfaction, n'est-ce pas, n'augurait plus, n'est-ce pas, n'augurait rien de bon. Vous comprenez? Pour le pays. Quand M. Ali Bongo était encore vigoureux, on a vu ce qu'il faisait malgré les contraintes objectives liées à l'histoire du Gabon. On a vu ce qu'il faisait. À un moment donné, Ali Bongo était quasiment en guerre contre la France. Ça n'a pas commencé. Les gens découvrent ça avec il a suspendu Internet, machin. Mais ça, c'est rien. C'est purement conjoncturel et factuel. Mais vous avez vu la bataille qui s'est passée ici entre Jean Ping et Ali Bongo. C'était la bataille, c'est-à-dire la France vraiment n'en voulait plus. À cette époque, vous avez pris fait et cause au profit d'Ali Bongo. Le seul ici, peut-être Bertrand, le seul. L'argent a circulé partout, les gens, partout. Nous, quand tu dis qu'on a des offres, nous avons eu les offres venant du Gabon à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Pourquoi la position pour Ali Bongo? Il faut qu'on l'explique d'abord. Parce que Jean Ping, c'était la coalition formée par Mme Clinton, et tout ce que vous imaginez, est un des réseaux les plus réactionnaires de Paris. Ils avaient coalisé. Et tous ces gars-là. Et le but était de déstabiliser totalement, c'est toute la région qui était à terre. Le Cameroun était menacé, toute la région était à terre. C'est Mme Clinton passait. Mais comme Dieu est vivant, elle a échoué. Leur plan a échoué. Vous comprenez? Alors, et à l'époque, nous on disait aux gens à l'époque que nous on préfère l'original à la copie. Jean Ping, c'est Mbongo. C'est Mbongo. La différence qui n'est pas l'original. Nous on a dit on préférait l'original à la copie. Bon, maintenant, Ali Bongo est tombé malade. Il a été victime d'un AVC. Que ça n'arrive à personne d'entre nous. Nous sommes des êtres humains. Et ça a conduit à un affaiblissement extraordinaire qui a mis en avant sa femme, son fils, Noureddin, tout un entourage qui était versé dans ce qu'il y a de plus pourri, de plus nauséabond en termes, en termes de comportement. C'était une espèce de putréfaction très avancée, n'est-ce pas, qui n'augurait rien de bon.
pour le pays. Ça suscitait quoi? Ça suscitait, c'est comme un cancer, c'est-à-dire qui se métastase. C'est-à-dire que depuis la mort du père Mbongo, la grande famille Mbongo se disloque, se fragmente de plus en plus. Des patriarches de la sous-région ont essayé de réconcilier la famille, mais ce n'est pas. Oui, il y a eu une réconciliation peut-être entre Ali et l'autre, et Pascaline peut-être, mais jusqu'à là, la famille s'éclate, mais la grande famille politique, n'est-ce pas, dont M. Mbongo, père, était le père sévère, s'émiette. Contradiction entre la nouvelle génération et les anciennes générations, contradiction entre la génération Bongo, les vieux compagnons du père Bongo, et Ali Bongo, qui s'est démarqué d'eux, contradiction même entre les enfants de tout, c'est-à-dire les enfants, je veux dire quoi, même pas les enfants Bongo Bertrand, les enfants de tous les barons que Bongo a fabriqués, qui sont en guerre avec Ali Bongo, tout ça. Hein, la sous-dynastie créée par Madame Bongo et tout ce qu'il y a autour. Et voyez-vous, tout ça relié à Paris, au réseau parisien. Donc, l'affaiblissement de M. Bongo par la maladie signifie aussi une aggravation des comportements délictueux, déviants, n'est-ce pas, que la famille Bongo a eu comme spécialité de générer. Je parle de la corruption, toutes sortes de trafic, la drogue, etc., le pillage des caisses de l'État, n'est-ce pas? Tout ça a été aggravé et s'est accéléré avec le fait que M. Ali Bongo était coincé par la maladie. Que faisaient donc ces différents clans? De le mettre en avant, comme un masque, et continuer à tirer les ficelles par derrière. Donc, à un moment donné, ça passe pas, à un moment donné, ça passe pas, ça fédère des mécontentements, ça mûrit les ambitions, et à un moment donné, il y a une conjonction de circonstances qui fait qu'on peut dire que bon, ça va comme ça, c'est ça en train de se passer, c'est ça le coup d'État. Donc, pour moi, ce coup d'État en tant que tel, c'est un progrès, pourquoi? Parce que ça met fin à la dynastie Bongo, d'abord. Les personnes doivent être claires, hein? Ça met fin à la dynastie Bongo. Mais sauf que moi, quand je dis ça, je ne fais pas l'erreur des autres Africains. L'erreur, c'est quoi? Et ça fait pleurer. C'est-à-dire, les Africains ont cette tendance, mon cher Fabrice, à ne pas sanctionner les véritables bourreaux, mais à être impitoyables entre eux. Je répète. Et c'est un mal très profond. Il n'y a pas de remède. Dieu sait qu'il y a le remède de ça. C'est-à-dire, les Africains ont tendance à être très... Ils ne sanctionnent jamais leur bourreau, surtout quand le bourreau est le blanc. L'Africain pardonne très vite aux Blancs, mais ne pardonne pas à ses frères. Mandela, qu'on l'a présenté comme le plus grand homme africain du siècle finissant, vous en montrez l'exemple. Il n'a pas pardonné à sa femme, mais il a pardonné aux Blancs. Il a fait la paix avec des Klerk, mais il n'a pas été en mesure de faire une véritable paix politique avec Winnie Mandela. Qu'on a écarté, soit disant qu'elle a trompé Mandela quand il était en prison. Voilà le motif. Donc, tromper Mandela est moins grave que tous les crimes d'apartheid qui ont été commis à l'Afrique du Sud. Alors, je convoque ici Mandela comme étant la quintessence d'un comportement qu'aujourd'hui, qui se présente aujourd'hui comme étant une permanence. C'est-à-dire, l'Africain pardonne le bourreau blanc, impitoyable avec son frère. Ça veut dire quoi? Je ne franchis pas le pas que franchissent certains Gabonais et les Africains. C'est-à-dire que le mal du Gabon, c'est la famille Bongo. Je ne franchis pas ce pas. C'est ça l'erreur. Et voilà la différence qu'il y a entre nous et les autres. Vous ne pouvez pas juger la famille Bongo et ne pas juger la France. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous faites ça, vous êtes un criminel. Ça dit que c'est plus que le crime Bertrand. Ça dit que les gens jugent la famille Bongo, mais on ne juge pas la France. Oh, la famille Bongo est la figure totémique, généalogico-totémique de la France-Afrique. Le Gabon, c'est l'hôtel de la France-Afrique. Le Gabon, c'est l'hôtel. Et la famille Bongo est la branche généalogique totémique de la France-Afrique. Et je vais vous dire, vous savez, comme l'Occident, j'utilise le mot blanc comme générique, hein, vraiment, je suis désolé. C'est plus comme Lucas. Quand tu parles aux Africains, sinon on serait dans une académie, personne ne comprendrait rien. C'est-à-dire, vous voyez, observez toujours, c'est en Afrique où le blanc bourreau
transforme toujours ses échecs en victoire. Et à chaque fois qu'il est prêt de tomber, à cause du fait que les Africains sont incapables de se mettre en situation d'analyser avec beaucoup de hauteur leurs contradictions internes, c'est le blanc qui gagne toujours. C'est le blanc qui arbitre et gagne toujours. À la fin, le blanc sort toujours comme étant mieux. Actuellement, les factions gabonaises sont prêtes à s'entretuer. Parce que pour eux, l'ennemi, ce sont les Bongos. Mais l'ennemi, ce n'est pas la France. C'est plus la France. C'est quand même terrible, ça. C'est ça que j'ai pris le cas de la manganèse. La manganèse Mais j'y arrive, Bertrand. J'y arrive. en France. C'est important de me poser la question. Touche de fond. Moi, depuis que la section gabonaise a commencé, j'ai refusé de faire le débat là-dessus. Pourquoi? Parce que je voyais encore les Africains. Ils croient à la tendance démocratique. Quand Ondo, ça va changer le Gabon. Il a gagné les élections. Il peut avoir les élections dans une colonie. Ondo, ça, après le Mongo, ferait pareil. Parce qu'on est en colonie. Alors, je vous dis qu'Ondo, ça. Je le connais très bien. Je suis à Mondo. Je le connais très bien. Agbobo est vivant, c'est mon témoin. Professeur Nicolas Bo. Agbobo, il est vivant. l'économie. Il nous suit peut-être. Nous connaissons qui est Ondosa. Et quand moi je vois les Gabonais être prêts à mourir pour Ondosa, j'ai envie de dire que ça ne vaut pas la peine pour les Africains. Heureusement que ce n'est pas ça l'Afrique. Ce n'est pas tout ça l'Afrique. Mais j'ai envie de dire, mais il y a du travail. Hein? Vous connaissez qui est Ondosa? Tout à l'heure, je vous parlerai de lui. Et je prends le professeur Agbobo comme témoin. Je connais très bien M. Ondosa. Et il sait que je le connais. C'est-à-dire que, dès que je donne, prenons les paramètres. Donc, j'ai été clair. Hein? Parce qu'il faut qu'on a fait la confusion. Je dis que la chute de la dynastie Mbongo est un progrès. Et que cette chute, c'est la chute de la France, malgré les manœuvres de la France, de rebondir et de jouer à qui perd gagne au Gabon. Et nous, on veille. Et je dis qu'avant la fin de l'émission-ci, c'est nous qui allons décider ici. D'accord. Notez ça, c'est moi qui vous dis ça. Donc, quand j'ai dit ça maintenant, prenons les paramètres d'analyse, monsieur. Dès que Ondosa s'autoproclame président, Jonathan Batangene, qu'est-ce qu'il dit? J'en appelle à qui? À la France. À la communauté À internationale. la communauté internationale. Ondosa ou bien le... Ondosa, commençons par lui. Quand il s'autoproclame président, il dit j'en appelle à la communauté internationale. C'est-à-dire que Ondosa considère que la communauté internationale est moins pire qu'Ali Bongo. Est moins pire. Et que quand ils vont venir ensemble, ils vont développer le Gabon. Mensonge. Or, la dynastie Bongo, c'est la communauté internationale, monsieur. Bien sûr, bien sûr. C'est la France, c'est le Gabon, c'est la France, c'est l'Union européenne, ce sont les États-Unis. Ce qu'à un moment donné, on fait quoi? C'est quoi faire Mobutu? Quand il n'était plus utile, la CIA lui a dit, monsieur, Retirez-vous. c'est fini pour toi ici. Quand il a insisté, on lui a dit, tu es malade. On a dit, ok, on va traîner ton corps ici, C'est comme un chien. comme un chien, ici, à Kinshasa. Mobutu a dit, vous me faites ça à moi, l'ambassadeur était déjà parti. Il avait les gens nouveaux, les partis avec les Kagame, les Museveni, les consorts et les Kabila pour en finir avec Mobutu. S'il restait encore là 2 minutes là, on allait le finir comme Savimbi. Mais pourtant, avant, on le saluait, on l'appelait combattant de la liberté. Il y a les photos. Reagan saluait Mobutu, l'appelait combattant de la liberté. Malgré son profond respect pour les droits de l'homme. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc, M. Ondosa considère que la communauté internationale et lui, dans le cadre d'une élection soi-disant démocratique, vont chasser les Ali Bongo et le Gabon va respirer. Et évidemment, pauvre Gabonais, éreinté par plus de 70 ans de règne d'un régime, d'une dynastie qui ne pouvait rien faire de bon pour le pays, sont prêts à s'offrir à n'importe quel charlatan. Premier paramètre. Monsieur Ondosa, nous nous sommes rencontrés à Malabo, monsieur Fabrindo, à Malabo. J'avais été coopté dans le cercle des savants africains, dirigé par le professeur Biogo. On avait convoqué tous les savants Biogo. d'Afrique. J'avais été coopté à l'intérieur. Il était question d'aller faire un travail à Malabo. J'y suis allé, professeur Abobo et les autres, nous avons rencontré le professeur Ondosa. Ce monsieur est un fervent partisan du franc CFA. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand nous ceux-là qui avons un peu d'espérance, on souffre beaucoup. Ça fait très mal de voir. C'est une naïveté. Ça fait très mal. Ondosa. On n'est pas au même niveau d'information, donc il est clair que, voilà, à un moment donné, on puisse... Absolument, pour pouvoir éclairer Non, les il faut Africains. laisser qu'il s'exprime. Absolument. Le problème, c'est que... Il fait des révélations. Le problème, c'est que quand nous on explique ça, vous avez certains qui sont là pour dire que non,
qui ose même venir se placer devant vous pour vouloir dire du n'importe quoi. Ondossa, c'est un fervent partisan du franc CFA. C'est un fervent partisan de la France. Il ne joue que par Paris. Et à Malabo, il a passé son temps à vouloir me retourner, me convaincre que non. Président, abandonne ce combat, défend le franc CFA. Agbobo est témoin. Il ne voulait même pas s'asseoir à côté d'Agbobo. Pour lui, Agbobo était la peste. Aujourd'hui, il se dit qu'il est l'alternative au Gabon. Et il ne soulève aucun problème du Gabon. Le problème, c'est la famille Ali Bongo. Mais qui ont dos ça? J'en l'oublie. C'est un pur produit de la famille Bongo. Tout à fait. Ouais. Monsieur Ondossa, ouais, c'est une fabrication de la famille Bongo. Absolument. Mais on va où là? On va où? Un peu de justice dans ce que nous faisons. Deuxième paramètre, monsieur, l'Union africaine. Vous avez vu le communiqué, non? Tout à fait. Sans commentaire. Le communiqué est pro-coup d'État. Troisième paramètre, on va aller rapidement, c'est la France. Il n'y a plus de commentaire à faire. Paramètre très important. Prenons ces militaires-là eux-mêmes. Prenons ces militaires-là eux-mêmes, Fabrice Doum. Depuis ce matin, ils procèdent à l'arrestation des anciens dignitaires du régime. Les dignitaires du régime Bongo, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Moi, je n'ai pas de pitié comme pour le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune pitié à avoir. Est-ce que ça ne sonne pas là comme un acharnement Non, c'est une très bonne action. Continuons. Écoutez-moi. C'est une bonne action. Je vous en prie, Jonathan, c'est moi qui pose des questions parce que c'est quand même une action active alors que les uns et les autres attendent que l'on ait la feuille de route de ce qu'ils appellent eux transition. On procède de facto aux arrestations. Il peut y avoir des fuites, des aides-fuites. Si le président de l'Assemblée nationale faufile par le bord de mer et va rentrer à la base militaire française, tu fais comment? On lui demande de Il va te tirer la langue et te dire, me voici ici dans la base militaire française. Or, ils sont partis de Port-Gentil. Je t'ai expliqué ici qu'ils occupent une partie du bord de mer, ou à côté du palais présidentiel et à côté de la résidence de pratiquement tous les dignitaires gabonais. Eh bien, il faut pouvoir arrêter les gens. Les enquêtes élargissent les gens. Ça veut dire que si une enquête est menée et qu'ils présentent des arguments où il n'y a rien à se reprocher, mais excusez-moi, il sera élargi, il sera libéré. Donc oui, dans une situation comme celle-ci, il y a des suspects, de grands suspects. Donc cette action-là, nous la soutenons. Nous soutenons cette action-là. D'accord. Moi, je dis ceci. Je vais aller plus loin. Voici mon analyse. Je ne dis pas de ne pas arrêter les anciens dignitaires qui sont soupçonnés de haute trahison et de malversation financière et économique. Sinon, vous allez aussi interdire à Tchani d'arrêter les anciens dignitaires. Ah oui. M. Bazoum. Voilà. Nous sommes cohérents. Nous sommes cohérents. Ouais. C'est pas ça qui me gêne. Au contraire, je salue ça. Mais il y a des questions à se poser. Ouais. Si ce sont les malversations qui sont en jeu, si ce sont on veut en finir avec le pillage, comment pouvez-vous venir célébrer alors le général Brice Clotaire au Lugingema? Quand on sait également ce qu'il a comme bien à l'étranger. Il est très riche. Ouais. Je reprends ce que je dis. Il n'a été que militaire. Je reprends ce Il n'a que été je que dis. militaire. Moi, je vous ai dit, Ouais. vous m'avez invité pour apporter des on ne vient informations. pas. Moi, je suis en train de vous dire, je vais pas à pas. Ouais. Puisqu'ils sont en guerre contre les prévaricateurs, ceux qui ont pillé la fortune publique. Je dis d'accord. Moi, je pose la question. Si ces anciens dignitaires ont fait de la haute trahison, qui les protégeait? Je donne le nom. Général Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est vrai, c'était lui le... C'était lui. C'était lui, lui qui le protégeait. C'était lui le chef de la sécurité. D'ailleurs, c'est lui qui le protégeait. On musclé, Il on a le musclé son profil, régiment il a le avec profil, un certain type de matériel. Il a le profil de Doumbouya dans le sens où on lui a donné la structure militaire la plus efficace, la plus importante, qu'on a armée, entraîné le plus la garde républicaine. Donc, tous ces gens-là, c'est lui qui était le garant. Et d'ailleurs, ils ont une chanson. Jusqu'aujourd'hui, la chanson de la garde républicaine, c'est qu'on les prend à mourir pour Ali Bongo. Allez vérifier ce que tu as de vous dire. Allez vérifier. Leur chanson, c'est qu'on est prêt à mourir pour Ali Bongo. Allez vérifier ce que je vous raconte est faux. Bon, dites-moi donc comment vous pouvez lutter contre... Vous arrêtez tout le monde qui a volé. Mais votre héros est le voleur en chef. Le parrain de la mafia. Du trafic de stupéfiants. Je parle de ce général, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi j'ai dit ça?
Je ne dis pas qu'il ne doit pas être dans de la transition. Je réveille les consciences, j'attire les attentions, j'ai dit, faites attention. Vous comprenez? Je vous dis ceci, le général Tchiani était un homme du système. C'est Issoufou qui était son, entre guillemets, son maître. Mais dans la vie, les hommes changent. Vous comprenez? Les hommes changent dans la vie. Et nous, les panafricanistes, nous regardons les actes. J'ai été très dur ici quand Doumbouya a pour le pouvoir. Bien sûr. Je suis allé où ça l'appelait bandit. Parce que le spectacle qu'il a livré, auquel il a soumis à faire Condé, inacceptable. Vous comprenez? Mais quand il a commencé à poser des actes panafricanistes, je suis le premier à le soutenir. À saluer les actes. Même si je continue à être méfiant, je salue tous les jours les actes de Doumbouya. Vous comprenez? Donc les gens changent. Pourquoi le général Brice aussi pourrait changer? Pourquoi nous sommes aujourd'hui avec Tchiani? Tchiani a changé. Il a dénoncé les accords de coopération. Et il pose des actes de combat. Clairement. C'est Très clairement. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans un système, mais les contraintes du système font que tu marches sur tes vraies convictions par stratégie et tactique. Tout à fait. Mais quand les conditions sont ouvertes, tu dois montrer qui tu es. Nous espérons donc que M. Nguema, vous l'appelez qui? M. Brice Clotaire, nous attendons qu'il pose les actes qui montrent que ce coup d'État est un coup d'État progressiste. Très clair. C'est un coup d'État historique. C'est un coup d'État de souveraineté. C'est un coup d'État de panafricanisme. Ouais. On attend encore. Ouais. Mais donc, pour l'instant, il n'y a rien. C'est pour ça que La seule chose dont je me réjouis, c'est que je ne pleure pas sur la dynastie Bongo. Ils doivent dégager de l'histoire parce que c'est une dynastie maléfique. Merci. Vous comprenez? Mais j'ai dit on attend. Et alors, moi, je vous le dis. Pour sortir présent. On vous a parlé de l'uranium, du pétrole, du manganèse. Ah, vous riez, parce que vous savez que moi, je ne blague pas. C'est ça. Bon, allez voir la déclaration de ces militaires. Nous allons respecter tous les accords internationaux et nationaux. Le manganèse continuera à sortir à flot. Ça veut dire que personne ne connaît, personne ne sait le nombre de tonnes d'uranium. Quelqu'un a fait savoir que les trains passent par jour au moins 2 à 3 par jour. Et des trains de combien de mètres on t'a dit? De près de 100 mètres. Je vous dis, personne ne sait, personne ne connaît combien de tonnes d'uranium le Gabon avait. Pareil pour le pétrole. Vous savez, l'affaire F, c'était l'affaire Gabon. Tout à fait, tout à fait. F, c'est Gabon, Congo Brazzaville. Oui, vous comprenez ça, ouais. Manganèse pas, pareil. Ouais. Donc, ces gens vous disent qu'ils disent à la France que non, reste tranquille. Nous, on ne va pas, on ne parle pas de ça. On fait les accords. Les accords. La France, le Gabon a un statut particulier dans le pays français, je vais vous dire. En 1946, monsieur, le Gabon est un territoire d'outre-mer. 14 ans avant son indépendance. D'outre-mer. Quand M. Liomba, bon, il faisait pitié, il pleurait devant, il appelait De Gaulle papa. Ouais. Papa, De Gaulle papa, on ne sait pas comment De Gaulle est son père. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ton père n'est pas toujours ton père biologique. Il appelait papa, De Gaulle papa. Il avait demandé qu'on fasse du Gabon un département d'outre-mer, c'est-à-dire que d'outre-mer. Un territoire français. Comme la Martinique, un territoire français. De Gaulle a dit niet. Mais De Gaulle était un démon très hypocrite. Et on lui a dit non, officiellement, mais on s'est arrangé à signer un statut secret particulier pour le Gabon. En fait, le Gabon est une propriété de la France. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le Gabon est une propriété de la France. Bien sûr. Ouais, on vous a dit que là où on défile tous les mois d'août, 14, 15 août, fête nationale du Gabon, c'est un territoire français. Avec un titre foncier. C'est-à-dire un titre à la foncier. France. Avant d'y défiler, le Gabon on demande fait une l'autorisation. demande. Et le président du Gabon écrit à l'ambassadeur, certainement, il ne sait pas qui, ou bien au propriétaire de ce lieu-là, il lui dit, s'il te plaît, est-ce que nous, Gabonais, on peut défiler? Et on répond oui. Si on dit non, il n'y a pas de défilé. Il ne défile pas. Voilà les défis. Et c'est là où on attend cette armée. Donc, nous, on les donne quelques jours. Quelques jours. Et là, je le dis sérieux. Vous allez savoir que nous, on dirige ces choses-là. On les donne quelques jours. Moi, Bandakani, comme je n'aime pas engager les gens dans mes choses, je lui donne quelques jours. C'est-à-dire que pour qu'il clarifie ses positions, on donne encore du temps pour savoir s'ils sont sérieux ou pas. S'ils ne le sont pas, eh bien, ils verront que ce n'est pas Paris, ni Washington, qui décide maintenant en Afrique, que c'est le vrai Dieu. Et que nous, on parle ici au nom de ce vrai Dieu. D'accord. Merci. Merci infiniment à vous. Président Bandakani, on va écouter les